Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Molière, hein. Eh bien, on se demande aujourd'hui, effectivement, il faut des politiques. Eh bien, ce sont les technos qui ont pris le pouvoir. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, ils sont là, les politiques. Non, ils ne sont pas là. Et un livre coruscant, un livre passionnant vient de nous le rappeler. Technopouvoir, qui va gagner ? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle avec l'invité d'André Berkov. On accueille Diana Filipova qui dirige l'agence éditoriale Stroïka, qui est cofondatrice du mouvement Place Publique et qui nous présente ce livre, donc Technopouvoir, dépolitisé pour mieux régner, publié au Lien qui libère. Alors d'abord, Diana Filipova, une question absolument anecdotique mais intéressante. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé Perestroïka, votre agence Déjà pris malheureusement. Oui, c'est vrai. Et assez bien pris, mais enfin, vous auriez pu. Alors, Technopouvoir, effectivement, c'est un livre très intéressant parce que c'est un livre qui est au cœur de ce qui se passe, pas seulement en France, mais dans les pays dits avancés, mais même d'ailleurs pas seulement dans les pays émergents. Au fond, et vous, non pas vous ressuscitez, mais vous augmentez et vous éclairez une très vieille querelle, c'est que, au fond, c'est amusant parce que vous citez Brecht, vous citez Brecht au début, et vous savez que c'est Brecht qui a dit, je crois que c'était dans Mercourage, je ne suis pas sûr, il dit qu'il y avait dans un pays une population qui maugrait contre le gouvernement, et le gouvernement excédé décida de changer le peuple. Et tout le problème est de savoir, au fond, un gouvernement, la démocratie, par le peuple, pour le peuple, etc., puisque c'est la définition. On dit, voilà, nous sommes là pour votre bien, nous sommes là pour vous améliorer votre situation, nous sommes là pour faire en sorte que. Sauf que depuis déjà quelque temps, enfin, je dirais même 50 ans, puisqu'il y a eu beaucoup de réflexions, même avant, avec Heidegger et autres, les technos, je dirais, ont essayé de prendre le pouvoir. Alors, je voudrais que vous nous définissiez peut-être la différence entre technologie et politique, bien que nos auditeurs comprennent. Oui, alors ce livre, dans ce livre, j'ai essayé justement de prendre du recul par rapport aux discours qui sont à l'intérieur du techno et du politique, ceux qui sont centrés autour de l'idée du progrès, de la croissance universelle, bref, toute cette collusion idéologique et discursive qui s'est nouée depuis déjà 2 siècles entre, d'un côté, ceux qui créent les technologies et d'autre côté, ceux qui exercent le pouvoir, à la fois au sein des institutions, mais aussi le pouvoir symbolique, le pouvoir économique, le pouvoir culturel. Et j'ai essayé de comprendre comment les technologies, premièrement, étaient utilisées par le pouvoir pour instituer un certain état de société, qui sont, en gros, c'est nos sociétés aujourd'hui, démocratie libérale, très économicistes, etc. Et de l'autre côté, pourquoi les technologies n'ont jamais été que des technologies, mais ont été également des techniques de pouvoir, à savoir de gouvernement, de nous les hommes. Et la question qui m'a vraiment passionnée, et c'est celle aussi que se posait Michel Foucault dans toute sa réflexion sur la biopolitique, c'est comment on gouverne des hommes qui se croient libres. Comment gouverner efficacement lorsque la contrainte devient de plus en plus difficile. Vous dites, Diana Filipova, des hommes qui se croient libres. Donc pour vous, les hommes ne sont pas libres. Je ne suis pas sûre que c'est exactement comme ça que je pose la question. Ouais. En revanche, je pense que, effectivement, j'ai une approche assez spinoziste, c'est que nous sommes très déterminés par plein de choses, par notre milieu social, par notre éducation, par beaucoup de choses, et que la liberté, c'est au-delà de ça. La liberté s'exerce quand on en prend conscience et quand on arrive à s'insérer dans cette brèche où justement ces déterminismes, on arrive à les défaire. Mais d'une façon très, très fondamentale, croire que nous sommes des êtres de pure liberté, de pure volonté, comme on le présente souvent dans l'économicisme, etc., ça me paraît en fait une position tout simplement fausse, même pas discutable, tout simplement fausse. Et donc le problème des technologies, le lien entre les technologies et le pouvoir, c'est qu'elles ont été coexistantes avec une multiplication des libertés individuelles qui sont complètement consubstantielles. C'est que pour mieux gouverner, orienter les conduites, il faut aussi donner plus de liberté pour que tout simplement les gens puissent subsister. Mais quelle liberté ? Est-ce que c'est la liberté de consommer simplement, la liberté de donner le choix de la consommation, ou la liberté de dire, voilà, je suis ici, vous savez, tout le côté spécifique
et les spécificités? Il y a bien sûr la question de la consommation, qui est une technique de pouvoir très ancienne finalement. C'est celle du tournant du 19e, 20e siècle, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup d'œuvres d'art sur ce sujet qui ont bien traité de la question. Et puis il y a d'autres libertés, c'est celles qui sont revendiquées par tout le courant de la cybernétique. C'est le fameux libertarianisme, qui est une espèce de mélange entre la croyance en la liberté, la volonté de s'abstraire de tout déterminisme et en même temps une foi assez forte dans le libéralisme économique et dans le capitalisme. Donc cette idéologie assez mixte, composite, elle a présidé au développement de certaines technologies où en fait les libertés individuelles qu'on appelle ainsi sont au centre, alors même que ces technologies sont utilisées pour mieux nous orienter. Alors, je voudrais justement, parce que vous donnez beaucoup d'exemples dans votre livre, donnez-nous un exemple. Donnez un exemple, là, aujourd'hui, de comment la technologie fait en sorte qu'on a l'impression d'être libre, mais en fait, on est, je ne dirais pas enrégimenté, mais on est en fait canalisé et presque piloté. Oui, alors il y a beaucoup d'exemples, donc je peux en prendre quelques-uns. Oui. Par exemple, les réseaux sociaux comme Facebook, c'est vraiment l'exemple le plus basique, sont structurés de la façon à retenir notre attention et à sélectionner les informations qui nous sont fournies. Donc il y a ce qu'on appelle le design. En fait, ce design, c'est vraiment une transformation, un conditionnement de l'environnement. Mais la presse le faisait aussi. La presse nous donnait les informations qu'elle avait envie de nous donner. Absolument. Ouais. Mais la sélection qui se fait aujourd'hui, c'est pas une sélection humaine. C'est-à-dire que c'est pas un censeur comme vous ou moi qui finalement serait identifiable. C'est beaucoup plus complexe et automatisé. Donc c'est une sorte de propagande algorithmique, de censure algorithmique qui est très difficile à sentir. Et c'est là en fait où il y a une véritable transformation entre il y a 50 ans et aujourd'hui, par exemple. C'est que nous ne savons pas exactement par quoi nous sommes orientés. Donc nous avons de plus en plus de mal à savoir quelle est cette cuisine, quelle est cette arrière-cuisine qui se passe dans ce grand espace qui est l'espace numérique et qui en fait nous détermine. Un autre exemple que j'aime beaucoup qui est très d'actualité, c'est la question de la reconnaissance faciale, qui est une technologie dont on discute beaucoup, qui provoque beaucoup de peur à raison. Un des problèmes de la reconnaissance faciale, c'est qu'on la voit pas. Elle nous voit, mais on la voit pas. On ne sait pas exactement où sont ses capteurs. On ne sait pas qui va s'en servir. On nous dit que on ne sait pas quand on va s'en servir. On ne sait pas quand. On ne sait pas combien de temps ça va être conservé. Il y a tout un aspect de absence d'accès à son environnement direct qui, à mon avis, aujourd'hui provoque une véritable terreur, une peur, une très grande peur chez nous et chez tout le monde. Non mais justement, Diana Filipova, en vous lisant, pourquoi peur ? Moi, ça ne me gêne pas. En quoi ça peut me gêner ? Vous gêne pas ? Oui, parce que si j'ai pas de problème, pourquoi moi ça ne me gêne pas ? Ma reconnaissance faciale, à partir du moment où on n'attente pas à ma vie privée, et la reconnaissance faciale, c'est pas une vie privée. En quoi, beaucoup de gens, en quoi c'est gênant ? En quoi ça attente à ma liberté ? Tout simplement parce que la reconnaissance faciale, elle transforme l'homme, enfin l'humain que nous sommes, en un ensemble de données. Donc en fait, elle va enfreindre quelque chose de très important, c'est l'unicité, finalement l'irréductibilité de l'humain à un ensemble de caractéristiques. C'est tout l'objet de ce que j'appelle l'homme sans qualité, qui est en fait un véritable projet politique du numérique et du pouvoir qui utilise ce numérique. C'est qu'on soit réductible à un ensemble de données qui sont objectivables, qui sont agglomérables ensemble et qu'on peut en fait manipuler et utiliser pour orienter nos conduites derrière. Et la reconnaissance faciale, en fait, notre visage, il va se transformer en un ensemble de données. Donc moi, je suis très attachée du point de vue esthétique à cette unicité du corps et du visage. Et donc là, on est en train de casser cette unicité-là et d'entrer au-delà. C'est aussi toute la question qui se pose sur les manipulations génétiques, sur l'expérience, sur les implants, etc. L'intelligence artificielle aussi vous fait réagir. L'intelligence artificielle, en tant qu'elle repose sur l'aspiration d'une énorme quantité de données et qu'elle vise en fait à automatiser un certain ensemble de règles qui vont en fait directement tirer des conclusions qui sont complètement contestables et qui sont fondées sur nous en tant qu'un ensemble de données, évidemment, elle obéit également à cette logique. Alors, justement, mais c'est vraiment le cœur du bouquin, c'est pour ça, si vous voulez, vous posez un certain nombre de choses qui sont incontestables, mais je vous répondrai, vous savez, quand on demandait à Sartre, qu'est-ce que c'est que la liberté ? On a dit, vous avez écrit 400 livres sur la liberté, 400 ouvrages, en une phrase, vous pourriez dire ce que c'est que la liberté. Et il a répondu, oui, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. C'est-à-dire, est-ce que la liberté, je veux dire, en dehors des buissons de la nécessité, y compris la reconnaissance faciale et autres, mais est-ce que la liberté ne surgit pas, enfin, en chacun, au-delà de ces contraintes ? Parce que vous avez l'air de dire, et c'est ce qui m'a interpellé dans votre livre, vous avez l'air de dire, au fond, on va être encerclé et pratiquement, je dirais, pas paralysé, mais enfin, est-ce que la liberté n'est pas justement, il y a toujours eu
toute une série de conditionnements, même au Moyen-Âge, même chez les Romains. Est-ce que, à chaque fois, on a transcendé? J'en suis persuadée, et d'ailleurs, sinon je pense que je ne pourrais pas vivre. Enfin, qui peut vivre en se disant qu'on est complètement déterminé? Bien sûr, je n'ai pas concentré le livre sur cette question des solutions parce que je voulais me cantonner de façon très directe à la critique. Je crois qu'il est nécessaire de redonner la place à la critique qui, derrière, ne va pas forcément donner lieu, je le dis dès l'introduction, à un chapitre. Mais en fait, ce n'est pas si grave puisque tout ce que j'ai dit, c'est pas valable parce qu'en fait, on peut s'en libérer. Vous voulez pas être marchand de l'espoir? Non, voilà, c'est pas trop ça. Et puis en plus, j'ai écrit ce livre dans un moment qui n'était pas forcément très facile pour moi personnellement, et donc j'ai été un peu influencée par cette volonté d'aller vraiment au fond de la critique et de ne pas s'arrêter à là. Ensuite, évidemment, j'aime beaucoup cette définition. Je pense que l'existentialisme a été une vraie capacité à dépasser ce conflit entre la liberté et la détermination. Il y a Castoriadis, que je cite également dans ce livre, parle de la liberté elle commence non pas où s'arrête celle des autres, elle commence là où commence celle des autres. En fait, il parle d'une sorte de synergie entre notre conception collective de la liberté qui nous permet de la pratiquer effectivement. Moi, je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est la pratique effective de la liberté. Elle est devenu effectivement plus compliqué parce que on a du mal à comprendre qu'est-ce qui nous limite. Mais du coup, sa conquête devient peut-être plus nécessaire et plus violente. C'est pour ça que aujourd'hui, on observe de plus en plus, vous en avez parlé tout à l'heure, d'explosions de mouvements difficilement prévisibles partout dans le monde, qu'il est difficile à interpréter, de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose, ça? Mais heureusement que c'est pas prévisible. C'est justement une bonne chose. C'est une contradiction parce que justement, vous voyez, c'est la preuve que la nécessité, qu'on n'a pas été entouré, qu'on n'a pas conquis le monde, puisqu'il y a imprévisibilité. La preuve, ce qui se passe en Iran ou ailleurs. Hein. Je répondrai que ce qui est prévisible, c'est qu'ils ne vont pas utiliser les institutions intermédiaires, tous les médiateurs traditionnels de la formalisation d'un message politique. C'est qu'ils revendiquent un accès direct et une explosion directe. Exact. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est en commun. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce technopouvoir, qui est profondément perclus d'idéologie libérale, il a participé à réaliser une société qui est fondée sur l'économicisme et qui donc a conduit à un démantèlement de ces institutions intermédiaires. Donc cette négation de la conflictualité qui est nécessaire à une démocratie, enfin le fait qu'on puisse ne pas être d'accord et de s'exprimer sans se taper sur le visage réciproquement, c'est ce qui fait la démocratie. En fait, la négation de ces espaces-là, elle recrée une colère, une peur qui va s'exprimer directement. Et c'est vrai, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux. Non, mais c'est pour ça. Votre livre est très, très intéressant en ce sens qu'il décrit la situation. Mais moi, l'impression que j'ai, en tout cas, je renvoie vraiment les auditeurs, procurez-vous ce livre. Il est intéressant, il est à lire, il faut se concentrer. Et heureusement, c'est pas de l'écume. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, Diana Filippova, que nos braves technos, c'est une litote, nous voient un tout petit peu le tapis se dérober sous leurs pieds? Moi, l'impression que j'ai en ce moment, je parle en général, c'est plutôt ça. Oui, il y a de ça, et c'est ça qui est super, c'est que en fait, aucun système n'est parfait, aucun ne fonctionne sans que les contradictions qui lui sont propres ne surgissent. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que toute cette machine huilée qu'on pensait parfaitement bien instituée, allez, on va réaliser ce projet. On va normaliser. On va aller jusqu'au bout. En fait, il ne résiste pas à ces brèches qui explosent et où les gens se rassemblent et essaient de faire des choses. Et donc moi, je crois profondément en fait qu'on va collectivement ne pas se laisser forcément aller à cette explosion directe sans médiation, mais reconstruire un mouvement politique structuré avec une capacité à exprimer en fait nos idées et surtout à reconstruire ces espaces de conflictualité et d'expression sans lesquels notre démocratie ne peut pas fonctionner tout simplement. Eh bien, je vais vous dire, c'est tout le mal que je nous souhaite et le bien que je vous souhaite, c'est que votre livre soit pas très partagé. Diana Filippova. Et en tout cas, ce livre s'intitule Technopouvoir dépolitisé pour mieux régner. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Si vous voulez vous le procurer dans les librairies. Merci à vous, Diana Filippova. Merci beaucoup. Je rappelle que vous dirigez l'agence éditoriale Stroïka et non Pérez Stroïka, comme disait le jeu de mots d'André Berkoff, et que vous êtes cofondatrice du mouvement Place Publique, qui s'était présenté d'ailleurs aux dernières élections européennes. Merci à vous, Diana Filippova. Maintenant, les amis, vous nous écoutez toujours sur Sud Radio, 0826 300 300, top départ. Vous nous appelez, on vous donne la parole en quelques minutes, juste après les informations sur Sud Radio.
Radio pour réagir à tout ce qu'on a pu aborder au cours de l'émission. À tout de suite. Et oui, on va continuer à parler effectivement des technos et du pouvoir, et puis on va parler de tout le reste, hein. Évidemment des retraites, évidemment de tout ce qui se passe en Iran et ailleurs. En tout cas, on vous attend, auditeurs de Sud Radio. Et c'est toujours au même numéro, 0826 300 300. Je rappelle d'ailleurs que notre invitée est toujours présente dans le studio de Sud Radio. On est toujours avec Diana Filipova, qui nous présente son livre Technopouvoir, dépolitisé pour mieux régner, publié aux éditions Les Liens qui libèrent. 0826 300 300. Donc, on accueille Pascal tout de suite. Bonjour à vous, Pascal. Oui, bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour Jean-Marie, tout le monde. Alors, dites-nous tout. Oui, on vous écoute, Pascal. Ah oui, c'est pour rebondir sur les municipalités qui font un petit peu d'écologie comme ça, enfin, qui font de l'écologie militante, on va dire. Donc à Grenoble, on a un gros problème avec le maire, hein, c'est Monsieur Piolle, qui lui a massacré une ville qui était très sympa, puis c'est très idéologique, c'est fou quoi. On entend un discours, bon je vous passe les détails, mais on a que l'aménagement écologique soit fait, c'est bien, mais il faut que ça soit concerté. On perd, en gros, hein, je vais vous dire, on n'a plus envie d'aller en ville parce que ça devient trop compliqué. Les transports en commun ne sont pas à la hauteur des modifications, ce qui fait que si vous voulez accéder, c'est très compliqué, c'est difficile. Tout le monde n'est pas assez mobile aussi pour se déplacer comme ça. Que dire d'autre? Il y a beaucoup de façades. Hein. La circulation est devenue beaucoup plus compliquée, la circulation à Grenoble. C'est de la folie, inaccessible. En plus, on est le Y grenoblois. Comme on a des élus qui n'ont jamais été prévoyants, c'est pas un peu, comment dire, je la fais courte, mais voilà. On n'a pas de contournement efficace. On a une rocade qui est bien, mais tous les gens des trois vallées déboulent à Grenoble tous les jours, matin et soir, c'est des encombrements permanents. À la base, quand vous avez une circulation qui est déjà un peu fluide dans un centre-ville qui est bien géré. Là maintenant, avec des travaux partout, type Paris, hein, c'est la même démarche, hein, tout en même temps, et tout défoncé, mais ça devient juste impossible. Et en fait, il y a une revendication, juste pour finir, je vous la fais courte aussi, il y a une revendication de ça au niveau des médias, hein, dans le Dauphiné libéré ou dans les nouvelles de Grenoble, le maire qui vous dit qu'il veut vouer la ville aux piétons, car dans le passé, c'était une ville qui était faite pour les hommes blancs pressés. Alors, j'ai pas compris le sujet, je sais pas si j'étais concerné. Bref, il y avait ça, et puis on a un gros problème encore plus grave, moi je vais vous dire, de délinquance à Grenoble, d'agression physique, gratuite ou pas gratuite. Et on est le Chicago français, hein, d'après les titres des journaux autres que grenoblois. On a entendu beaucoup de choses, et vu beaucoup de choses. Et vous avez un maire qui à la fois fait enlever toutes les caméras, puis d'un coup demande des renforts de police, et puis qui après ne demande plus rien parce qu'il veut se faire oublier pour les municipales. Moi j'ai bossé au service com de la ville de Grenoble. Je peux vous dire que de l'intérieur, je sais ce qui s'y passait. Ça remonte déjà à quelques temps, hein, pas quelques années. Bien sûr. On n'en sait que le 10e. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien. À peine le 10e. Écoutez, Pascal, vous avez présenté un certain nombre de choses. Effectivement, on peut se demander si Paris n'est pas un peu dans la même situation. Mais je voudrais bien dire à Diana Filipova, là, on sort de votre... C'est pas l'auteur dont je m'appelle, c'est à qui je m'adresse. C'est donc, vous l'avez dit hors antenne, et puis c'est public, bien sûr. Vous présentez donc dans le 7e arrondissement, pour les élections municipales à Paris, sur la liste d'Anne Hidalgo. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire, moi, en tout cas, j'allais dire, par rapport à ce quand j'entends Pascal me parler de Grenoble, je m'entends, et je ne suis pas le seul, hein, éliminer, parler de Paris, ces encombrements, ces choses, franchement, si au nom de l'écologie, au nom de la pollution, font que la pollution, sinon augmente, du moins ne l'a pas diminué, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis surtout, toutes ces pistes, ces trottinettes, ces choses où on ne peut plus circuler. Or, c'est très bien pour... Moi, je vais vous dire, j'ai pas de problème, parce que j'habite au centre de Paris, donc je peux circuler. Mais pour les gens qui sont moins favorisés et qui viennent travailler à Paris, par exemple, c'est devenu un cauchemar. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Alors, c'est changement de Changement, absolument. Parce que suite à Pascal, oui, c'est intéressant. Moi, je crois que il y a une nécessité de considérer l'écologie comme étant profondément sociale. Elle doit donner aux personnes les plus défavorisées les moyens de mieux se déplacer, de mieux vivre. Ben oui, mais c'est pas le cas. C'est moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est
c'est quand même un peu le cas. Et concrètement, de quoi on parle en fait? Là, il y a plusieurs problèmes qui sont concentrés en un seul. Il y a aujourd'hui la grève qui est une donnée... Non, mais parlons pas de la grève. Laissons la grève de côté. Je parle même d'avant la grève. Non, pour avancer, pour pas perdre de temps. Je parle d'avant la grève. D'avant la grève, très sincèrement, quand on veut se balader à Paris, on se baladait beaucoup mieux avant. Ça circulait beaucoup mieux avant. Les voies sur berge réduites de moitié, complètement. Pourquoi? Alors qu'il y a, je vais vous dire, là je parle en témoin, il y a trois cyclistes par heure qui passent sur les voies sur berge. Je les prends en permanence. Bon, mais il y en aura de plus en plus. Hein? Il y en aura de plus en plus. On est dans une période de transition. On est dans une période de transition qui parfois peut susciter effectivement de l'impatience. Mais je crois que demain, c'est quoi la ville où on veut vivre demain? Et en fait, pour nos enfants, moi, pour mes enfants, j'ai pas envie que mes enfants aient le nez en permanence dans les pots d'échappement. Donc la ville où il fait mieux vivre, la ville. Donc le projet qu'on présente, c'est la ville du quart d'heure. On peut tout faire, tous les services publics à 15 minutes de chez soi. Eh bien, cette ville-là... ça, c'est quand, ça? Ça, c'est le planète Mars. On ne peut plus rien faire en un quart d'heure, Diana Filipova. Rien, depuis ce qu'on a fait il y a 4-5 ans. À rien. Vous le savez très très bien. Moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus de nos électeurs et les Parisiens, ce qu'ils nous disent, c'est que... Il y a quand même un changement très positif, c'est qu'on peut faire de plus en plus de choses à pied. Il y a un engouement autour du vélo qui est permis par le fait qu'il y a justement des pistes qui ont été construites. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a 3 vélos que demain il n'y en aura pas 100, 150. On l'a vu, il y a eu des images qui ont circulé là-dessus. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui s'accélère, qui change, et qui en plus ne parle plus seulement à certains Parisiens, mais à tous les Parisiens, y compris ceux qui vivent loin du centre. Je reste très sceptique, mais ça c'est une discussion qu'on aura la prochaine fois. Je vous promets, on revient avec ça et on parle de ça. Merci Pascal de nous avoir appelé. 0826 300 300, on retrouve Claude tout de suite sur Sud Radio. Bonjour à vous Claude. Oui, bonjour Claude. Bonjour monsieur. Je vous écoute. Je voulais revenir sur monsieur Fromet. Monsieur Fromet, oui. Voilà. C'est celui qui a chanté l'Ode à Jésus sur France Inter. Voilà, qu'on arrête de se raconter des histoires, c'est pas la queue qui remet le sien. Je voudrais juste un petit peu modérer ce que vous avez dit, parce que je suis complètement d'accord avec vous. Je voudrais nuancer sur la liberté d'expression. Je brocarde des homosexuels ou je brocarde des gens de couleur. Je vais avoir une déferlante. Absolument. Au nom de la discrimination. Monsieur Fromet fait ce qu'il a fait. Alors, c'est soi-disant un humoriste, excusez-moi, mais l'humour sans le respect, pour moi, c'est de la bouffonnerie. Monsieur Fromet fait ce qu'il fait, et c'est au nom de la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord. Il y a 2 poids, 2 mesures. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord au sens où une des toutes premières définitions de la liberté que j'ai reçue quand j'étais jeune, j'ai 57 ans, une des toutes premières définitions que j'ai entendues, j'étais vraiment tout gosse, c'est ta liberté, gamin, elle s'arrête là où commence celle des autres. Je pense que c'est une des meilleures définitions. Je pense qu'on peut rire effectivement de tout au nom de la liberté d'expression. Oui, je crois. Mais pas avec n'importe qui, disait Pierre Desproges. En revanche, peut-être, mais surtout pas n'importe comment. À partir du moment... Parce que quand on brocarde Jésus-Christ, quand on brocarde Mahomet, quand on brocarde des prophètes, on touche à du sacré. Et là, on va toucher à la sensibilité des personnes qui pratiquent... oui, mais attendez, je vous arrête. Oui, non, mais je vous arrête là, pardon. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, je vous ai bien entendu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Claude, pour une raison très simple. C'est que vous dites, si on touche à une religion, c'est du blasphème et on n'a pas le droit de blasphémer. C'est ça que vous dites? Non, c'est pas exactement ça. C'est un peu ça. Oui, dites-moi. Ce que je dis, c'est que à partir du moment où, en faisant ça, j'exerce soi-disant ma liberté, eh bien non, parce que là, je vais au-delà et je commence à toucher à celle des autres.
Ben non, parce que la liberté des autres, pardon, mais non. À ce moment-là, je vais vous dire, vous allez exprimer une opinion. Hein. Non mais regardez bien, ça c'est le piège, Claude. Le piège, voilà. Je vais exprimer une opinion, mais même, parlons pas de Jésus ou de Mahomet. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer profondément. Donc, vous allez me dire, mais écoutez, André Berkoff, vous attentez à ma liberté en disant quelque chose qui me choque profondément. Non, vous pouvez me choquer, vous dites, écoutez, je peux écouter cette personne, je vais la boycotter, je vais même l'attaquer en justice si je veux. Mais la liberté d'expression ne s'arrête pas. Attention, ce n'est pas la liberté des autres. Parce que si ça devient ma liberté, ma liberté, je vais dire, attendez, ma liberté, vous la touchez quand vous me gênez, vous vous proposez une opinion qui vous gêne. Vous voyez, Claude, c'est pas la même chose. C'est pas exactement ce que je veux dire. Je mets avant tout la notion de respect. Voilà, c'est ça. Mais le respect, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais le respect, il commence où, il s'arrête où? À ce moment-là, si vous voulez, tous les écrits de Voltaire, tous les écrits des Lumières, tout ce qu'il y a eu, quand il s'est agi d'attaquer la religion, qui à l'époque était la religion dominante, la religion catholique, ils ont arrêté, ils sont allés très loin. Alors évidemment que ça choquait des gens, évidemment, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la moitié du monde. Si vous dites que vous êtes athée, alors ils vous disent effectivement un certain nombre de gens, oui, mais vous choquez ma liberté, vous manquez de respect en disant que vous êtes athée. Non, j'ai le droit d'être athée et je ne vous choque pas, je ne vous empêche pas de croire, je ne vous empêche pas de pratiquer, je ne vous empêche pas de croire, mais j'ai le droit de... Moi, ce qui me gêne dans cette histoire de Fromet, qui est effectivement un bouffon, et un mauvais bouffon, d'ailleurs pas courageux, c'est cette critique à sens unique. C'est-à-dire, on y va sur la religion chrétienne parce qu'on sait qu'on n'aura pas 10 croisés qui vont venir vous massacrer comme à Charlie Hebdo. Voilà la chose. C'est ça qui est important. Voilà. Merci Claude. Diana Filippova, à propos de la liberté, vous voyez, on est en plein dans le cœur de la chose. Effectivement, ce que je veux dire, c'est cette destitution-là. Je reviens à votre livre, là, au technopouvoir. Là, les technos n'ont rien à dire là-dessus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement encadrer. Si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est l'encadrement. Mais et cet encadrement-là, est-ce que pour eux, puisque vous baignez dans le milieu, tout ça, moi aussi, mais est-ce que pour eux, c'est quelque chose, c'est-à-dire que quand vous leur dites attention à cette espèce de normalisation, d'aseptisation, est-ce qu'ils le sentent? Ou ils disent, c'est pas le problème c'est l'efficacité. C'est perçu comment? Il y a effectivement du côté de ce qu'on appelle la technocratie, qui a été un mode de gouvernement très rationalisé. Dans ce grand mouvement de rationalisation, effectivement, une préoccupation pour des choses qui n'ont pas grand-chose avec la liberté, mais qui sont l'efficacité, concrètement. C'est un vrai sujet qui oriente certaines politiques et certaines préoccupations. C'est d'abord efficacité. L'efficacité, en fait, cette morale, cette éthique de la compétitivité, de l'efficacité, de la réalisation, elle traverse de part en part cette idéologie de la technopouvoir, technocratie. Donc c'est pour ça que il faut absolument avoir des contre-pouvoirs et donc qu'il n'y ait pas de sujet qui soit confisqué à la délibération de nous citoyens qui devons reprendre la main dessus. Ce n'est pas que les technos devraient disparaître comme certains en appellent à la fin. Les ingénieurs, les technocrates, ils ont une utilité absolument fondamentale qui est dans notre organisation. Mais s'ils confisquent les sujets, si les sujets n'ont plus le droit de citer dans la délibération qui est la nôtre, eh bien, ils vont obéir à un seul objectif, c'est l'économie, l'efficacité, l'efficience. Voilà. Merci beaucoup, merci Diana Filippova. Je rappelle Diana Filippova, la référence de votre livre Technopouvoir dépolitisé pour mieux régner, c'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Je rappelle également que vous êtes candidate au municipal sur la liste Paris en commun d'Anne Hidalgo dans le 7e arrondissement de Paris. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio. À vous. Place à Jacques Pessis.